Au printemps 2017, Caracas s'embrase. La population a faim et le crie dans les rues. Jusqu'en juillet, les affrontements avec la police vont faire plus de 100 morts dans tout le pays. Un an plus tard, les Vénézuéliens sont résignés, comme s'ils n'avaient plus la force de manifester. L'un des pays les plus riches d'Amérique latine s'enfonce dans une crise inédite. Hyperinflation, corruption, misère, les mauvais démons sont toujours là. « 6 heures du matin sur le pont Simón Bolívar. La frontière entre le Venezuela et la Colombie vient d'ouvrir. Ils viennent de Caracas, Valencia ou Maracaibo. Et ils laissent toute une vie derrière eux. Toute ma famille est déjà partie. Je suis la dernière. On a fermé nos commerces, laissé notre maison. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour on partirait. Mais on est tous partis. Il faut continuer d'avancer. On ne peut pas rester dans un pays où le temps s'est arrêté. De l'autre côté, c'est Cúcuta, la première ville colombienne après la frontière. Et une porte ouverte sur toute l'Amérique latine pour des milliers de Vénézuéliens. Ils ont économisé pendant des mois pour s'offrir l'exode. Monsieur, vous allez où? À Bogota? On vous emmène aussi au Pérou, même sans passeport. Ça coûte rien. Au Venezuela, il n'y a ni guerre, ni épidémie. Alors qu'est-ce qui peut jeter des familles entières sur les routes de l'exode? Pourquoi, chaque jour, entre 20 et 40 000 Vénézuéliens franchissent-ils ce pont? Pour comprendre, il faut quitter la frontière et remonter le flot des migrants jusqu'à la source. San Agustín, un quartier pauvre dans l'ouest de Caracas. Une zone réputée dangereuse. C'est ici que vivent Barbara et sa famille. L'heure du petit déjeuner, avant l'école. Bon, mon ange, ce matin c'est galettes de maïs et c'est tout. Je n'ai même plus de beurre. Hier j'ai essayé d'en acheter, mais tu sais combien ça coûte un kilo de beurre? Combien? 250 000 bolivars. Tu imagines? 250 000 bolivars, c'est le 5e du salaire minimum au Venezuela. Un peu plus de 1 euro. Barbara est au chômage, son mari est employé à la poste. Alors la famille se contente du minimum, 1 à 2 repas par jour. En quelques mois, leurs habitudes alimentaires ont été bouleversées. Avant, on ne mangeait pas que des galettes de maïs. On avait beaucoup plus de choix. Le matin, il y avait même de la viande et des œufs. Un vrai petit déjeuner vénézuélien avec des haricots noirs. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup maigri. Mon mari a perdu une 20aine de kilos. Selon une étude de l'Université centrale, les Vénézuéliens ont perdu en moyenne 11 kilos en 2017. Et la grande majorité n'absorbe plus les 2000 calories quotidiennes nécessaires. Ah, regardez ce que je vous amène. Ça va vous rappeler des souvenirs. L'album de mariage de la famille, c'était il y a 3 ans. Regarde papa comme il était gros. Regarde-moi ses bonnes joues. Et regarde celle-là. Je suis plus le même homme. Oh, le double menton. On profitait bien à l'époque. On le voit bien ici. À cette époque-là, on mangeait beaucoup plus. J'étais gros. Des desserts, du sucre, de la viande. Tous les week-ends, on faisait des grillades. Aujourd'hui, tout ça a bien changé. On se sacrifie sur la nourriture pour que les enfants puissent manger correctement.
Si les adultes peuvent supporter la faim, Tati et ses camarades sont les premières victimes des pénuries. Les carences alimentaires posent notamment des problèmes d'attention en classe. Parfois, à l'école, j'ai des amis qui n'apportent pas à manger. Ils me disent que chez eux, ils n'ont plus rien, que la situation du pays est trop dure, que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Nicolás Maduro, c'est notre président. Alors lui, c'est sûr, il peut faire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut. Alors qu'ici, il y en a qui meurent de faim. Pour moi, c'est pas normal. Comment savoir ce qu'on va manger demain? Je sais même pas ce qu'on va manger aujourd'hui. Il suffit de voir ce que j'ai dans mon frigo. Voilà ce qu'il me reste. Un oignon, une carotte, ce petit bout de fromage, un peu de lait, et c'est tout. Pas de viande, pas de poulet, pas de poisson, aucune protéine. Il n'y a aucune protéine dans ce frigo. Le Venezuela, c'est 13 000% d'inflation prévue cette année selon le FMI. Des prix qui flambent et donc des aliments peu ou pas accessibles. Seule solution, acheter des produits peu chers, subventionnés par l'État. Mais pour ça, il faut faire la queue devant les supermarchés et attendre l'ouverture pour un paquet de farine sans l'assurance d'en obtenir. Alors devant ces gardes-manger, surveillés par la police ou l'armée, l'exaspération laisse très vite place à la colère. Ils n'ont honte de rien. Au lieu de protéger le peuple, ils protègent les chefs d'entreprise. Mais dites-le s'il n'y a plus rien à manger ici. Arrêtez de vous moquer du monde. Et arrêtez aussi avec le chavisme. Vous vous tirez une balle dans le pied. Vous pouvez pas mettre une pancarte pour dire que c'est fini, qu'il n'y a plus rien. On sait rien. Ça fait des heures que j'attends là-bas, au bout du monde. La frustration. Des files d'attente à n'en plus finir dans un pays pourtant considéré comme l'un des plus riches du continent. La nourriture qui arrive au compte-gouttes. Direction le port de La Guaira, au nord de la ville. C'est le grenier de Caracas et de sa région. Nous y entrons avec ce courtier en douane qui souhaite rester anonyme. La Guaira, c'est l'un des principaux ports du Venezuela. C'est ici qu'arrivent les aliments, les médicaments, toutes sortes de produits importés. Mais depuis quelque temps, je dirais surtout depuis 2016, tout s'est écroulé. Dans mon métier, et je peux en témoigner, beaucoup de mes clients n'importent plus rien depuis un an. Regardez, ça, ce sont les quais de déchargement. C'est vide. Il n'y a aucun conteneur. Avant, tout cet espace était rempli de conteneurs. Tous les bateaux venaient décharger ici. Le Venezuela doit tout importer, ou presque. Son agriculture est plus que fragilisée, son économie peu diversifiée. La faute à un vieux modèle uniquement basé sur la rente pétrolière. Le pays en tire 96% de ses devises. La chute des cours du brut, et donc des réserves de l'État en dollars, a considérablement affecté les importations. Peu à peu, le pays s'est isolé, comme s'il s'était enfermé sur lui-même. Ici au Venezuela, depuis 2003, il y a un contrôle du taux de change. Pour importer, n'importe quelle entreprise doit acheter des dollars.
Si l'État ne leur vend pas ces devises, ces importateurs ne peuvent rien acheter à l'étranger. Et ce port est à l'image des pénuries que nous subissons. Si aucun des conteneurs de nourriture ou de médicaments n'arrive ici, ça a un impact direct sur la population, sur le quotidien des Vénézuéliens. Avec un État qui contrôle une grande partie de l'économie, le marché parallèle s'est forcément développé. La nourriture est devenue l'objet de tous les trafics. L'armée, les proches du gouvernement et les collectivos, ces organisations parallèles, souvent armées, sont fortement soupçonnées d'y participer. Elles supervisent notamment ces supérettes de quartier, approvisionnées par l'État. Ici, les prix sont restés stables. Alors bien sûr, il faut montrer des rayons bien garnis. Carlos Gutiérrez dirige l'une de ces organisations. Vous voyez ici, on a du lait en poudre. C'est essentiel à la croissance des enfants. Nous veillons à ce que les habitants du quartier ne manquent de rien, comme le stipule la Constitution, et comme le souhaite notre président Nicolás Maduro. Vous le voyez, ce magasin est bien approvisionné. 1200 familles viennent se fournir ici. Et toutes sont livrées. Pas une seule ne reste le ventre vide, comme le veut la loi. Mais alors, pourquoi ces pénuries, si tout va bien au pays de Nicolás Maduro? Carlos Gutiérrez a la réponse. S'il y a des files d'attente au Venezuela, c'est à cause de la guerre économique contre Nicolás Maduro. Les opposants volent les produits alimentaires et les cachent dans les entrepôts. Ils font ça pour créer le chaos et faire croire que le gouvernement ne livre pas la nourriture. Moi, je vous dis qu'il y en a, mais qu'elle est cachée. Et c'est ça qui est à l'origine du mal-être dans la population. Ce mal-être dans la population, c'est aussi le manque d'argent liquide. D'où ces longues files d'attente devant les distributeurs. Mais les Vénézuéliens en ont besoin pour se déplacer en ville, le bus, aller travailler. Seulement les banques n'en distribuent que très peu. 10 000 bolivars par jour, le prix de 2 cafés. Le gouvernement a récemment annoncé une reconversion monétaire pour tenter d'enrayer l'inflation. Elle risque de rester sans effet. Au Venezuela, l'argent ne vaut plus rien. Là, j'ai 10 000 bolivars dans les mains. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Tu peux même pas t'acheter un petit biscuit avec cet argent. Regardez, il y en a beaucoup. Mais ça ne vaut rien. Malgré tout, Barbara doit parfois se rendre à Catia, la place forte du marché noir de l'alimentation à Caracas, le fief des bachaqueros, ceux qui trafiquent et revendent la nourriture au prix fort. C'est combien le paquet de pâtes? 60 000 bolivars. 60 000. 110 000 bolivars le kilo. Et le sucre? 80 000 bolivars. Il faut payer en liquide. Seulement en liquide, c'est ça? Oui, je ne prends que le liquide. C'est abusé. Toi, tu te tues chaque jour pour trouver à manger. Comment ils font pour avoir toute cette nourriture? Alors que ceux qui en ont vraiment besoin doivent la payer 2 ou 3 fois le prix. C'est dégueulasse. Ceux qui disposent de ces réseaux pour négocier la nourriture à bas prix sont aussi appelés enchufados. Littéralement, les connectés, ceux qui profitent des largesses du pouvoir. S'il y a 50 kilos de riz, ils en achètent 40 et il en reste 10 pour ceux qui font la queue. Et débrouillez-vous avec ça. Les gens deviennent fous. Ils se sentent humiliés. Ils ont la rage. Il y a de la tristesse aussi. Tu as presque envie de jeter l'éponge. Mais c'est impossible. Dans ce pays, tu ne peux pas jeter l'éponge. Tu dois te battre. Surtout si tu as des enfants. T'as pas le choix. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez ce repas que nous devons à ta grâce et à ta miséricorde. Prions pour qu'il y ait toujours de quoi manger, que nous puissions le partager avec les plus nécessiteux. Dernier recours pour ceux qui n'ont plus rien à manger,
les soupes populaires. Chaque samedi, cette paroisse offre le déjeuner. Ceux qui veulent manger se sont levés tôt et ils sont de plus en plus nombreux. Je sais que vous voulez tous manger et vous allez manger. Grâce à Dieu, il y en a assez pour tout le monde. Cette initiative existe depuis à peu près 1 an. Au début, ils n'étaient qu'une centaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 à s'attabler chaque samedi. Ici, nous avons des gens qui vivent dans la rue, en situation d'extrême pauvreté, mais aussi des gens qui travaillent. C'est juste que leur salaire ne suffit pas. Alors ils viennent ici pour économiser un repas et faire des réserves pour la semaine. Même ce qu'il reste de la classe moyenne vénézuélienne met sa fierté de côté contre un bon repas. Comme cette commerçante. Regardez-moi, j'ai l'air de vivre dans la rue, moi. C'est la première fois que je viens ici. C'est juste que je n'ai plus rien à manger chez moi. Ici, tout est basé sur les dons des fidèles. Dans un pays où 80% de la population est catholique, l'Église vénézuélienne s'est clairement placée dans le camp de l'opposition. Le phénomène de malnutrition au Venezuela est très inquiétant. Chaque jour, on perd du poids. On est au régime forcé. On nous a réduits au pire du pire, c'est-à-dire à manger dans les poubelles. Dans les rues de la ville, à la tombée de la nuit, ils attendent que les restaurants, les boulangeries sortent leurs poubelles. Des scènes comme celle-ci se répètent chaque jour dans la capitale vénézuélienne. César, je vais prendre ta température. Tu as de la fièvre. Cette nuit, le fils de Barbara est tombé malade. Il a contracté une infection respiratoire et fait des convulsions. Pour sa mère, un autre combat commence. Je l'ai emmené chez le médecin. Il lui a prescrit de l'amoxicilline. C'est un antibiotique. Ce médicament se fait très rare dans le pays. Et quand il y en a, il est hors de prix. 1 million, voire 1 500 000 bolivars. Il doit en prendre pendant 7 jours, toutes les 8 heures. Si je n'arrive pas à en trouver, c'est très grave. L'infection va continuer. Et il risque d'y avoir des complications. Il pourrait même en mourir. Barbara va devoir se rendre dans les hôpitaux les plus proches et croiser les doigts pour qu'il ne soit pas touché par la pénurie de médicaments. Ah voilà, c'est ici la pharmacie. Nous filmons discrètement. L'établissement est surveillé par des militaires. Au Venezuela, certains hôpitaux sont laissés à l'abandon. Les stocks de médicaments ont terriblement diminué. Une réalité que les autorités ne veulent pas montrer. Suivante. Bonjour, vous avez du budesonide? Non, Et de l'amoxicilline? non plus. Bon, ici, il n'y a plus rien. En tout cas, pas ce qu'on cherche. Barbara n'a plus le choix. Elle achètera finalement l'antibiotique au marché noir, grâce à la générosité de sa famille. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Voici Petare, le plus grand bidonville d'Amérique latine. Près d'1,5 million d'habitants et son hôpital historique. Ici, on soignait tous les blessés par balle. Un vrai hôpital de guerre, ou plutôt ce qu'il en reste. Visite guidée avec une infirmière. Voilà le bloc opératoire. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est vide. Rien en magasin, pas d'anesthésiant. Nous n'avons pas d'alcool, pas de compresse. Nous n'avons pas les moyens matériels de soigner les patients. Un peu plus tard, dans les couloirs de l'hôpital, nous rencontrons une jeune médecin et une patiente. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que les gens ne viennent plus. Je suis radiologue et je n'ai pas de travail.
On n'a même pas de film radiographique. Et moi j'attends qu'on vienne pour prendre ma tension. Cette machine-là ne fonctionne pas. C'est ça le Venezuela. Bienvenue dans la réalité. Dans cet autre hôpital, au nord de Caracas, le docteur Bernardo Guerra est inquiet. Pour cet ancien député de l'opposition, ces pénuries mettent tout le système de santé vénézuélien en péril. Le Venezuela ne garantit plus le droit à la santé à ses citoyens. Les patients qui, par exemple, souffrent de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'hypertension, ne trouvent pas les médicaments nécessaires pour faire baisser leur taux de sucre ou l'hypertension. Peu à peu, leur état de santé se dégrade, leur tension monte, et ces patients finissent par mettre leur vie en danger. Pour les maladies plus graves, l'urgence est plus forte encore. Cet établissement héberge des mamans dont les enfants sont atteints de cancer. Comme Maria, elles viennent des 4 coins du pays pour les faire soigner ici, à Caracas. Ma fille, Fabiana, a été diagnostiquée le 3 janvier 2015. C'était un méduloblastome dans la fosse postérieure. C'est une tumeur maligne au cerveau. Ça fait 1 an et demi qu'elle est sous traitement. Chimiothérapie et radiothérapie. À la dernière consultation, ils m'ont signalé qu'il pouvait y avoir une nouvelle lésion. Mais ils n'en sont pas certains. Ça fait 3 ans qu'on est ici. On attend. Elle et moi, on est passés par des choses difficiles. Mais on est toujours là. Pour Fabiana, pour les autres enfants atteints de cancer, la guérison va de pair avec l'accès au traitement, la disponibilité des médicaments et le bon fonctionnement du matériel médical. Sans ça, les risques de rechute sont très élevés. J'ai connu le cas d'un patient. Il est mort en février, il y a un peu plus d'1 an. Il est décédé parce qu'il n'y avait pas de traitement en chimiothérapie. En 1 mois, la maladie l'a emporté. C'est la douleur qui l'a tué. Il a fait un arrêt cardiaque. Il avait 9 ans. Il s'appelait Daniel. Maria ne remet pas en cause la prise en charge par les médecins qui font ce qu'ils peuvent. C'est bien l'accès au traitement qui pose problème. Mais pas seulement. La politique s'invite parfois jusque dans les couloirs de l'hôpital. Ici, c'est le ministère de la Santé qui a la main sur les dossiers médicaux des enfants. Si vous voulez sortir ce dossier de l'hôpital pour chercher un traitement ailleurs, auprès d'une fondation, d'une entreprise privée ou à l'étranger, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que le président Maduro ne souhaite pas qu'on sache ce qui se passe ici, au Venezuela. « 1998-2018, 20 ans de révolution bolivarienne. Beaucoup de ceux qui, comme Barbara, avaient voté pour Chavez, puis pour Maduro, ne font plus confiance à leurs dirigeants. La gestion du gouvernement n'est pas bonne. Le président a peut-être de bonnes idées, mais la population ne profite pas des richesses du pays. C'est du vol organisé. Les gens sont vraiment à bout. Ils ne croient plus en rien et en personne. Et ça peut très vite exploser. C'est une bombe à retardement. Tous les Vénézuéliens ont peur que cette mèche se rallume et elle se rallumera. Si ça explose, ce sera pire que l'année dernière. Il y aura encore plus de morts. Sur la frontière, le flot humain s'est tari. Le pont va bientôt fermer. Ils sont encore des centaines à attendre leur bus. Lucia partira ce soir pour le Pérou. Mais elle ne sait pas dans quel état elle retrouvera son pays. Qu'est-ce qui va rester au Venezuela? Qui va relever le pays? Qui va former la jeunesse? Qu'est-ce que va devenir ce pays
dans 4 ou 5 ans, puisque tout le monde s'en va. Isolé sur la scène internationale, le Venezuela l'est aussi à l'échelle de sa région. Ces dernières années, l'Amérique latine a viré à droite. Restent la Bolivie, le Nicaragua et son allié historique, Cuba. À ce rythme-là, le Venezuela pourrait bien lui aussi devenir une île. La seule au monde, située sur un continent.